Merci Iñaki pour cette intro. Bonjour à tous. Voilà, je vais vous présenter des perspectives en termes d'évolution de la composante aromatique, des précurseurs. On va parler aussi de l'évolution du vin. Donc, à partir de travaux qui sont ceux menés au sein de l'ISDV, il y a une partie des travaux d'Alexandre Ponce, Lucille Alamy qui vient de présenter sa thèse en décembre. Je parlerai très brièvement de ces travaux. Ceux d'Armin Schuttler, en fait, qui a fait une thèse en co-tutelle entre Bordeaux et Geisenheim, donc dans laquelle Hans a été très impliqué, et puis des travaux en collaboration aussi avec Cécile Thibon et Cornelius Van de Ven. Alors, d'abord, on se trouve au sein de Météo France. Voilà. Donc, j'avais extrait ce diagramme qui nous montre l'évolution prévue des niveaux de température moyens à la fin du XXe siècle. Et effectivement, en tant qu'œnologue, quand on analyse une telle situation, on se prépare à de grands changements dans la composition des raisins, évidemment, dans la composition des vins. Donc, je pense qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais quand on parle vin, il faut parler aussi, bien sûr, de l'équilibre en sucre et donc de la quantité d'alcool qu'on a dans le produit, de la diminution d'acidité et des conséquences qu'a la diminution de l'acidité sur la stabilité du vin. Rappelez-vous que la teneur en dioxyde de soufre nécessaire quand on a un vin qui est moins acide doit être plus importante pour stabiliser le vin par rapport au développement microbien. Alors, l'objet de cette intervention étant surtout sur la composante aromatique, ce que je vous propose d'abord, c'est d'analyser les enjeux véritablement qu'il y a par rapport à la composante aromatique dans les vins, dans un contexte où le changement du climat serait vraiment significatif. D'abord, ce qui me semble être évident, c'est que quand on parle des vins que l'on élaborera demain, eh bien, il faut qu'il y ait une qualité préservée de la qualité de la perception sensorielle. Parce que si le vin n'a pas une netteté de caractère et d'arôme à la faveur développement de pathogènes sur la vigne, comme Hans a pu l'évoquer, ou de conditions de maturation qui font qu'on a une déviation complète du métabolisme du raisin, ça ne va pas du tout satisfaire le consommateur. Après, des points qui me semblent aussi être vraiment importants, c'est la nécessité qu'au maximum, on préserve dans le vin des dimensions de complexité, des dimensions de fraîcheur, un équilibre d'harmonie des saveurs. Et puis, bien sûr, une certaine typicité, une certaine identité de caractère, c'est-à-dire que les cépages, sur les conditions de terroir dans lesquelles ils sont cultivés, puissent révéler des caractères qui leur donnent une identité et qui fassent une distinction par rapport à des vins produits éventuellement avec le même cépage sur d'autres terroirs ou d'autres cépages. Un autre point qui est très important aussi, c'est que même si beaucoup de vins sont consommés rapidement après leur mise en bouteille, quand même, les vins, ceux qui sont les plus réputés, ont vocation à vieillir. Et il est aussi une question importante à avoir à l'esprit, le fait que, avec ces modifications de composition des vendanges et des vins, on puisse préserver un bon potentiel de vieillissement. Et évidemment aussi, peut-être je fais un tout petit peu d'économie, la réussite d'une propriété, d'un cru et d'un vin, c'est une production qualitative régulière, c'est-à-dire que les fluctuations des conditions climatiques annuelles n'affectent pas la qualité et donc le désintérêt potentiel des consommateurs pour les vins. Alors, par rapport à ces enjeux, c'est évident qu'autour de cette question de l'impact des conditions du climat sur la qualité aromatique des vins et globalement sur la qualité organoleptique des vins, eh bien, il y a une dimension qui concerne la composition des raisins. Donc, on va en parler aujourd'hui avec les résultats d'un certain nombre de travaux. Mais il y a aussi des enjeux, il y a des travaux qui sont amenés concernant l'optimisation des modalités de vinification, l'optimisation des modalités d'élevage des vins, en particulier, évidemment, par rapport au risque que des vins issus de vendanges à maturité plus avancée, moins acides, eh bien, ils ont une oxydabilité qui est plus grande. Donc il y a un intérêt à se pencher sur les effets délétères que pourrait produire aussi l'oxygène dans le cadre de l'évolution de ces vins. Et puis, pour rebondir sur ce que disait David Cobbold aussi, ça me semble aussi être évident que l'appréciation de ces vins, demain, ça passe par une éducation des consommateurs, des jeunes consommateurs en particulier au vin. Et il y a beaucoup de travaux de recherche qui commencent à être menés sur ce sujet. Alors, d'abord, situer aussi une connaissance générale sur la composante aromatique des vins. Alors, quand on parle de l'arôme des vins, j'espère que c'est présent à l'esprit de tout le monde. En fait,
C'est quelque chose d'abord qui intègre notre cerveau qui va percevoir des stimuli qui sont présents en phase gazeuse ou qui sont présents par la voie rétronasale dans notre cavité buccale. Ces stimuli, au minimum, il y en a une cinquantaine dans le vin, des stimuli volatiles. Et donc, ce qui se passe lors de la dégustation, c'est que l'ensemble de ces stimuli vont conduire à une détection qui est d'abord inconsciente, que l'on va ensuite interpréter avec un plaisir ou un déplaisir, et ensuite par rapport à notre mémoire de dégustateur que l'on va décrire, et ça va faire appel à la reconnaissance d'un goût, d'une typicité. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle vin matrice avec des composants chimiques, bon, ben, c'est un point important, mais le dégustateur et ce qui se passe dans sa tête, c'est aussi tout aussi important. Et il y a beaucoup à comprendre sur les liens qui existent entre ces stimuli et la perception sensorielle telle qu'elle se passe au niveau des dégustateurs. On l'a mentionné tout à l'heure, il y a une grande diversité entre les personnes, selon leur patrimoine génétique, selon les modalités de leur apprentissage, donc il faut aussi les intégrer dans l'appréciation qualitative qui va être faite de ces vins. Alors maintenant, penchons-nous un petit peu sur des volets un peu plus chimiques en lien avec la composante aromatique. Donc il y a d'abord une grande partie de la composante aromatique dans le vin qui a une origine fermentaire. Donc les composés volatiles liés aux fermentations, les esters éthyliques d'acide gras, les acétates d'alcool supérieur, ce sont des composés, un ensemble de composés qui contribuent au caractère vineux du vin. S'ils ne sont pas là, ben, on ne reconnaît pas le vin en tant que tel, mais généralement, bon, il y a des travaux récents qui ont montré les contributions de certains esters dans les nuances fruitées des vins rouges, mais globalement, c'est des composants qui ne donnent pas au vin une identité. Ce qui est important dans l'identité que présentera le vin, ce sont des composants qui viennent du raisin. D'abord des composants qui sont issus d'un métabolisme qu'on retrouve dans toutes les variétés, et puis après des composants que l'on va retrouver plus particulièrement abondants. Hein, c'est fini cette notion de composés spécifiques à une variété. On sait bien que maintenant on retrouve à peu près tous les composants partout, mais quand même certains composants vont être plus abondants dans certaines variétés que dans d'autres. Et de fait, cette composante, elle va être modulée par le terroir, et évidemment on le verra par rapport aux conditions de maturation, surtout si elles sont modifiées. Et puis aussi un autre point quand même qui est très important, c'est que dans le raisin vont aussi se générer des composés qui vont être révélés au cours du vieillissement pour contribuer positivement à la composante aromatique du vin. Exemple, le bouquet de vieillissement ou le bouquet de vieillissement réducteur. Mais dans d'autres situations, eh bien, il va y avoir une évolution qui sera plutôt oxydative. Donc on aura une évolution de l'arôme au cours du vieillissement, mais ça sera moins apprécié. Donc c'est les notes de fruits cuits, les notes de pruneaux qu'a pu mentionner Eric tout à l'heure. Donc c'est important de considérer toute cette notion au travers de la complexité de la matrice vin en termes de composés volatiles. Alors penchons-nous sur quelques composés clés qui servent de marqueurs pour situer leur implication dans la composante aromatique d'une variété. Et puis aussi, on va le voir, des marqueurs qui vont aussi nous intéresser pour étudier l'impact que vont avoir des conditions de maturation modifiées à la faveur d'un régime hydrique ou de température modifiée sur l'évolution de ces composés. Donc d'abord, il y a la famille des composants terpéniques, qui est une famille chimique d'abord associée au muscat, mais qu'on retrouve dans toutes les variétés muscatées, et donc qui donne dans les vins blancs, quelquefois dans les vins rouges, une composante à dominante florale. Et donc cette composante muscatée, elle est due à des monoterpènes, donc que l'on verra plus dans le détail tout à l'heure. Il y a une composante herbacée qui est due à une famille chimique qu'on retrouve beaucoup dans les cépages Cabernet et les parents, qui est une composante due à des pyrazines. Il y a d'autres composés qui participent aussi à cette composante aromatique-là. On est en train de travailler sur le sujet. Généralement, cette composante aromatique est moins appréciée par les consommateurs avec des notes poivron vert, cosses de pois. Une autre composante aromatique très importante que l'on a mis en évidence il y a une vingtaine d'années, ce sont les composés soufrés de type thiol, donc qui n'existent pas sous une forme directement perceptible dans le raisin, sont révélés par la fermentation, donc il y a un gros effet des choix des vinificateurs, et ce sont des composants qui vont participer à des notes fruitées, d'agrumes, de buis, de pêche, dans de nombreux vins, blancs et rouges. Voilà. Mais cette famille de composés de type thiol, ça a été récemment montré dans le cadre d'une thèse, ce sont des
composés qui vont aussi grandement contribuer à l'arôme de bouquet de vieillissement. Et ce sont des thiols qui, eux, vont être formés, non pas révélés par la fermentation, mais révélés chimiquement au cours du vieillissement du vin, et donc donnés dans les vins, c'est souvent des notes qu'on retrouve dans les vins les plus prestigieux, des notes de fumée de bois, des notes empyreumatique ou grillées. Et puis après, il y a un ensemble de composés qu'on retrouve dans pas mal de variétés, donc qui sont des composés pas spécifiquement variétaux, mais qui participent à la composante aromatique. Donc les C13 norisoprénoïdes, c'est une composante florale, mais c'est aussi c'est une note d'évolution du Riesling avec des notes pétrolées, le TDN, donc c'est plutôt moins agréable dans ce cas-là. Les furanones et les lactones, ce sont des composés avec des notes qui renforcent les caractères de fruits surmûris et qu'on va retrouver dans de nombreuses variétés blanches et rouges. On verra tout à l'heure l'évolution. Et puis après, un petit clin d'œil sur un composé étudié particulièrement par l'IFV de Gaillac, la rotundone, donc un composé mis en évidence il y a une dizaine d'années dans des vins de Syrah, qui est un composé proche des terpènes, un squiterpène, et qui donne des notes poivrées. Alors, ces composés, c'est très important de l'avoir à l'esprit, se retrouvent donc ensemble dans l'espace gazeux et vont participer à la perception sensorielle. Et ce que l'on comprend de plus en plus, c'est que c'est ensemble qu'ils vont donner des contributions aromatiques au vin. Ça veut dire que souvent on raisonne par le fait qu'on a plus de thiols, on a plus de terpènes, donc on va avoir plus de thiols, plus de notes d'agrumes, plus de terpènes, plus de notes florales. En fait, notre cerveau raisonne d'une manière un petit peu plus complexe que ça. Et j'ai mis cette phrase un petit peu provocatrice, l'arôme d'un vin n'est pas la somme algébrique de l'ensemble de ces composés. Il y a des phénomènes qu'on appelle les phénomènes d'interaction perceptive, qui sont des phénomènes pour lesquels il peut y avoir des composés en mélange qui vont donner une odeur qui est plus intense, une odeur qui éventuellement même peut être masquée, mais aussi un point qui est très intéressant, c'est le fait que des composés en mélange vont pouvoir donner des tonalités aromatiques qui sont différentes de celles qui sont portées par les composés pris séparément. Donc quand on va s'intéresser à la composante aromatique du vin, à son évolution à la faveur du changement climatique, il faut intégrer cette notion finalement qu'aujourd'hui on raisonne d'abord avec les molécules chimiques, de l'autre côté on perçoit en perception sensorielle, mais on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'interprétation précise de ces phénomènes, parce que ces phénomènes où les composés en mélange contribuent à l'arôme sont très importants. Donc un exemple, par exemple, des notes d'orange récemment qu'on a mis en évidence dans des vins liquoreux qui sont dus à la fois des composés qui rappellent la menthe, la pêche, la noix de coco et même le clou de girofle. Voyez. Alors, la plupart de ces composés, dans le fruit, sont peu ou pas perçus. Il y a les terpènes que l'on peut percevoir dans les variétés muscatées, cépages aromatiques, mais la plupart d'entre eux sont sous des formes qu'on appelle des formes précurseurs. Alors, il y a les formes précurseurs très banales qui vont être à l'origine des arômes fermentaires, les acides aminés. Bon, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'à la faveur de maturation sur maturation, il y a beaucoup d'évolutions sur l'impact de l'arôme fermentaire des vins. Il y a des composants lipidiques qui vont participer à des notes aromatiques, donc ils sont dégradés de manière facile à l'occasion des opérations préfermentaires de la vinification, par exemple pour donner des alcools en C6, des notes végétales. Mais il y a aussi des terpènes qui vont être dégradés par des schémas un petit peu plus compliqués. Excusez-moi de faire un petit peu de chimie. C'est juste pour vous montrer que les mécanismes ne se font pas en une seule étape. Il y a plusieurs étapes avec des cinétiques qui ne sont pas toujours bien connues ni maîtrisées et donc qui vont donner naissance aux lactones. Voilà, donc les lactones, on les détecte un tout petit peu dans le raisin, mais on va surtout les retrouver dans les vins parce qu'elles vont être transformées chimiquement et par des voies biochimiques au cours du processus fermentaire et de la vinification. Et puis après, on a des formes précurseurs qu'on connaît bien maintenant, qu'on mesure assez facilement, soit les glycosides pour les terpènes, des formes conjuguées au sucre, soit les conjugués du glutathion, la cystéine, précurseur de thiol. Voilà, ça c'est des formes qu'on mesure aussi bien. Et je voulais aussi vous sensibiliser sur le fait qu'il y a encore d'autres mécanismes qui vont conduire à la transformation des formes précurseurs pendant la maturation ou surmaturation, en lien avec des réactions chimiques qui peuvent se produire soit uniquement dans le raisin, soit dans le raisin et dans le vin. Donc par exemple, beaucoup de dérivés C13 norisoprénoïdes voient leur formation associée à des réactions chimiques. Les furanones, c'est des réactions de Maillard. Maillard, c'est le chimiste français le plus réputé dans le monde. C'est lui qui a montré en fait que c'était des réactions qui impliquaient les sucres et des acides aminés. Et donc ça donne naissance à différents composés volatiles, et en particulier le furanone. Alors, quand on se penche sur l'évolution de ces formes arômes libres et précurseurs pendant la maturation du fruit, on a globalement ce genre d'évolution. C'est un schéma. Donc on a évidemment l'accumulation des sucres, la diminution de l'acidité, voilà ici. Et puis on a, ça c'est systématique, la diminution du caractère végétal.
Voilà, donc que ça soit dû aux pyrazines ou d'autres composés, il y a toujours ce genre de tendance. Hein. Évidemment, plus on va récolter tardivement, moins on aura une contribution végétale à l'arôme du vin. Et puis après, il y a une accumulation de composés qui se fait à partir de la véraison, hein, donc de manière plus ou moins importante, avec plus ou moins de stabilité, donc de composés qui sont les terpènes, les thiols, les précurseurs de furanone, la plupart en fait des composés qui vont porter un intérêt sur le vin. Et ce que vous notez, c'est que souvent, c'est pas systématique, mais ça passe par un maximum, puis après ça chute. Voilà, donc il y a un optimum. Et une fois cet optimum dépassé, en fait, on est à la maturité des sucres, ou quelquefois décalé, on a aussi des composés qui vont être formés par le flétrissement des raisins, par la surmaturation. Donc les furanones sont particulièrement associés à une augmentation par ce phénomène-là. Aussi, même si elles existent un petit peu avant, les lactones aussi. Voilà. Donc globalement, en fait, il y a des mécanismes qui sont complexes, enzymatiques et chimiques aussi. Aujourd'hui, on dispose d'une observation assez macroscopique, on ne connaît pas bien les choses dans le détail. Pour montrer un petit peu les choses qui sont intéressantes, c'est que d'abord, on a un travail qui a été mené par des collègues allemands qui ont montré qu'il y a dans la synthèse des terpènes plus de 69 gènes qui sont directement ou indirectement impliqués dans cette synthèse. C'est énorme. C'est énorme. Donc en fait, le message qui est celui que l'on découvre aujourd'hui dans le raisin, dans la plante, c'est que la nature ne fait vraiment pas l'économie et elle peut mettre en œuvre énormément de voies de biosynthèse que l'on connaît vraiment peu ou prou. Ensuite, s'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est toujours intéressant quand même de le mentionner, c'est que le déterminisme de la plante n'a rien à voir avec notre intérêt pour l'œnologie. Quand par exemple le muscat fait des terpènes, ce qu'on peut interpréter aujourd'hui de l'intérêt des terpènes, c'est que c'est pour permettre de lutter contre des insectes, c'est un élément de protection contre des insectes. Ou les glycosides, par exemple, qui sont des précurseurs d'arômes, ça nous intéresse beaucoup, c'est pour faciliter le transport des terpènes dans la sève élaborée. Ou les glycosides de thiol, par exemple, les précurseurs glutathionylés ou cystéinylés qui nous intéressent beaucoup, en fait, pour la plante, c'est une voie de détoxification. Au contraire, c'est pour éliminer des aldéhydes dont elle ne veut pas entendre parler. Vous voyez, donc, en fait, on a un monde que l'on perçoit, bien sûr, en tant que dégustateur. On commence à analyser des choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Alors, évidemment, à la faveur des conditions environnementales, que ce soit la température, le régime hydrique, les différentiels de température entre le jour et la nuit, empiriquement, on sait que c'est très important, mais on ne sait pas bien ce qui se passe, le régime hydrique dans les plantes, les régimes de pluie, eh bien, on va avoir une accumulation plus ou moins importante de ce potentiel dans le fruit, une dégradation plus ou moins importante, voilà. Et c'est clair qu'à la faveur du changement climatique en particulier, eh bien, il va y avoir, comme l'a mentionné Kees, hein, une phase d'accumulation du potentiel qui risque d'être plus courte. Et on sait bien que ça, c'est inverse à une accumulation de composés favorables à la complexité future du vin. Donc plus c'est court, cette accumulation, moins c'est favorable à la complexité du vin. En plus, il peut y avoir une accumulation en sucre qui atteigne rapidement un niveau important, alors même que les composants d'arôme, eux, ne sont pas complètement accumulés. Donc ça fait partie des problèmes qu'on va avoir à gérer. Il peut y avoir aussi des perturbations dans les voies de biosynthèse ou même les réactions chimiques liées à des problèmes de physiologie de la vigne, liées à des températures excessives, des contraintes hydriques. Voilà. Donc il y a en fait énormément de phénomènes qui peuvent impacter sur ces voies de biosynthèse, étant donné quand même qu'à la faveur de températures plus importantes, de régimes hydriques plus contraignants, ça sera moins favorable à l'accumulation de composants d'intérêt. Ça, c'est clair. Un autre point aussi, c'est quand même qu'il y a une grande variabilité dans l'évolution et le comportement de ces phénomènes chimiques et biochimiques en fonction des cépages. Donc, Kees l'a bien mentionné sur la plus grande sensibilité des variétés blanches par rapport aux variétés de raisins noirs. Alors penchons-nous un petit peu plus dans le détail maintenant sur un certain nombre d'éléments qu'on a pu observer en lien avec température et lumière. Donc d'abord, ça c'est clair, c'est des travaux déjà anciens d'un collègue australien d'une vingtaine d'années. Plus il fait chaud pendant la période estivale, moins le caractère pyrazine va être perçu. Et ça, on peut même le dire sur tous les composants à caractère végétal. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a une accumulation de ces composants dans le fruit qui, elle, démarre très tôt. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est quasiment juste après la floraison, qui passe par un maximum, qui selon les conditions du millésime va se retrouver plutôt à la fermeture de la grappe, exceptionnellement à la fin de la nouaison, ou plutôt, si on a un millésime pluvieux, une vigne vigoureuse, plutôt inversement, ça sera plutôt au moment de la véraison.
Et à partir de là, bien, ça va diminuer. On ne sait pas aujourd'hui interpréter quelle est la causalité de cette diminution. Parce que pendant longtemps, on pensait que c'était à cause de l'exposition des raisins à la lumière, mais ce n'est pas vrai. En fait, ce n'est pas seulement le point important, l'exposition à la lumière, c'est surtout dans la phase d'accumulation. Voilà. Mais la diminution, on ne sait pas trop ce qui se passe. Toujours est-il qu'il y a un lien très important entre ce maximum et ce que l'on retrouvera à la récolte. Donc, plus il fera chaud, plus il y aura une intensité lumineuse importante, moins la vigne sera vigoureuse, moins ce maximum sera important. Et à partir de là, on aura un maximum et on retrouvera proportionnellement beaucoup moins dans les raisins à la récolte. Il y a une situation où malheureusement on risque de se retrouver avec beaucoup de pyrazine dans les raisins à la récolte, c'est quand il y a un blocage de maturité. Donc là, par contre, le contenu est là, il est stable et on le retrouve après dans le vin. Alors, ces pyrazines, ça concerne, je l'ai mentionné, autour du Cabernet Franc, beaucoup de variétés. Donc Cabernet Sauvignon, Merlot, Fer-Servadou, Gros Cabernet, Carmenère, voilà, qui sont des variétés concernées par ces composants. Autre type de transformation, celle qui implique des pigments qui sont les carotènes. Donc les carotènes vont être dégradés sous l'action d'enzymes dans le fruit. Cette réaction est nettement favorisée par la température et la lumière. Et à partir de là, il y a des réactions qui sont complexes. Ce n'est pas très simple, que j'ai simplifié en 3 étapes. Ils ont à la fois ces réactions enzymatiques, étape 1. Ensuite, il y a d'autres transformations enzymatiques qui se produisent dans le fruit. Et puis, au final, il y a des réactions chimiques qui se passent dans le fruit, dans le vin, plus ou moins tardivement. Par exemple, la bêta-damascénone, on la retrouve dans le vin juste à la fin de la fermentation. Tandis que le TDN, lui, il apparaît simplement après 1 à 2 ans de conservation en bouteille. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que, à la faveur de l'exposition à la lumière, on a toujours une augmentation du contenu de ces composants. Mais ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui sont les plus intéressants. Par exemple, la bêta-damascénone, avec des notes de pommes et de fleurs, on ne les retrouve pas à un niveau aussi important. Un point très intéressant, c'est le fruit du travail de Lucie Lanamy qui a montré que les notes de fruits cuits étaient bien corrélées à des concentrations plus importantes de furanone, donc avec des notes de barbapapa, sucre caramel et les lactones. Et le merlot, évidemment, est une variété particulièrement sensible à ces notes aromatiques qui sont accrues par le flétrissement. Alors, pour vous montrer combien ces marqueurs lactones sont bien corrélés, dans des millésimes qui sont chauds, soit 2007, soit 2003, l'un chaud et sec, l'autre chaud et humide, on se retrouve dans des vins qui sont issus en l'occurrence de Pomerol, la dominante de Merlot, avec des concentrations plus importantes de ces composés. Donc là, on a de nouveaux marqueurs qui ont été mis en évidence par ce travail. Je parle de la rotundone juste pour signaler, c'est un travail australien, qu'à la faveur de températures estivales plus importantes, on retrouve aussi moins de rotundone dans les vins. Autre point très important, celui des contraintes hydriques. Donc les contraintes hydriques, elles vont impacter l'accumulation dans le fruit de composants d'intérêt pour l'arôme du vin. Elles vont impacter favorablement lorsqu'il y a des contraintes hydriques modérées, mais lorsqu'il y a des contraintes hydriques sévères, il y a une diminution généralement observée des précurseurs d'arômes. Évidemment, c'est un sujet qui est complexe, qui intègre les niveaux de température aussi, qui intègre aussi la disponibilité en azote, mais quand même, contraintes hydriques sévères, moins de précurseurs de thiol, par exemple. Alors là, je vais vous présenter brièvement le résultat d'un travail qui a été mené en collaboration avec nos collègues de Geisenheim en Riesling, donc sur une parcelle de vigne pour laquelle il y a eu en 2009 un régime hydrique très contraignant et en 2008 un régime hydrique qui était moins contraignant, et donc ce régime hydrique a été moins contraignant par une irrigation qui a été faite dans la modalité I, tandis que c'est ces modalités qui ne sont pas irriguées. Alors concrètement, ce qui est intéressant, c'est de noter que le contenu en terpènes dans les raisins et dans les vins est plus important lorsqu'il y a une contrainte hydrique importante. Donc ça, c'est un caractère plutôt favorable dans les conditions de température quand même qui n'étaient pas excessives dans le vignoble allemand. Il y a un contenu en monoterpènes qui est plus important lorsque les contraintes hydriques sont plus importantes. Inversement, le contenu en thiol volatile, lui, il est plus faible. Donc il n'y a pas toujours le même genre d'évolution selon les différentes familles de composés considérés. Sur la Syrah, un autre point, la rotundone, le contenu aussi est d'autant plus faible que les valeurs de delta C13 donc, sont plus basses, donc il y a une contrainte hydrique qui est plus élevée.
Autre point maintenant à prendre en considération, l'impact de cette composition modifiée des raisins sur les potentialités du vieillissement du vin. Alors, le potentiel de vieillissement du vin, c'est quand même une question importante parce qu'il peut y avoir une caractéristique organoleptique qui va être affectée au bout de 1, 2, 3 ans de conservation en bouteille. Cette évolution, elle est facilitée toujours par des acidités qui sont plus basses, hein, donc pH plus haut. Elle va, dans les blancs, être facilitée par un contenu en tanin plus important. Kees l'a mentionné, on a plus de tanin lorsqu'il y a des contraintes hydriques plus importantes parce que, et ça c'est l'impact, c'est qu'on va piéger des composants d'arôme sur ces composés phénoliques lorsqu'ils vont s'oxyder. Et aussi, on a un contenu en agent protecteur dans les blancs ou dans les rosés, le glutathion, qui va se retrouver à des niveaux de concentration qui sont plus faibles lorsque on a des raisins avec une maturité modifiée. Donc, il y a plusieurs conséquences malheureusement préjudiciables dans les potentialités de vieillissement des vins blancs à la faveur d'une modification des raisins. Donc, par exemple, sur différentes séries de vins blancs, un cru de Pessac et Oignon se retrouve avec 2003. Donc, les analyses ont certes été toutes faites en même temps, mais on a un contenu qui est toujours plus faible dans les vins de 2003 pour les différents thiols volatiles par rapport à l'ensemble des thiols mesurés dans ces vins. Dans les vins rouges aussi, il y a un risque accru d'un vieillissement oxydatif prématuré avec la formation des notes de figue et de pruneau dans un cadre où les raisins seraient moins acides, les raisins seraient à une maturité plus avancée. Aujourd'hui, on dispose d'un marqueur, la méthylnonadione, qui nous permet de nous renseigner sur le contenu, l'évolution oxydative des vins à la faveur d'une maturité modifiée, d'une acidité plus faible. Et ce composé, bien que sentant, vous voyez, c'est un des paradoxes des arômes, des notes d'anis et d'herbes séchées, eh bien, il contribue très fortement aux notes de figue et de pruneau dans les vins rouges. Dans les vins blancs, on a un autre marqueur aussi du vieillissement oxydatif prématuré, qui est le sautolon. Et donc, on peut aussi suivre ce composé, ça peut nous renseigner. Alors maintenant, brièvement aussi, il peut y avoir un impact, Kees en a parlé, Hans en a parlé, des modifications du climat sur des régimes hydriques particuliers avec développement de pathogènes, ça peut aussi impacter sur la qualité aromatique. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on profite, dans des conditions de climat tempéré, des bienfaits du changement climatique, moins de caractères végétaux, des raisins qui sont plus mûrs, on préserve les notes de fruits frais. Quand on a des notes de fruits cuits, souvent c'est un choix qui est fait par les vinificateurs. Évidemment, il est important de se pencher sur les risques que présente le changement climatique, on en a parlé. D'un point de vue œnologique, par une vigilance, bien sûr, dans les choix de date de récolte. Dans les modalités de vinification et d'élevage, il y a déjà des protocoles qui peuvent être mis en œuvre pour limiter les phénomènes oxydatifs. Dans les modalités de vieillissement des vins en bouteille, par le choix de l'obturateur, peut-être des obturateurs qui sont moins perméables à l'oxygène. L'œnologie a aussi vocation à contribuer à soutenir des travaux dans la sélection des cépages. Je peux dire quand même que la diversité clonale est déjà un réservoir intéressant pour répondre à quelques attentes dans les années à venir. Je pose quand même des questions. Je pose des questions parce qu'aujourd'hui, et c'est un travail qu'on est en train de faire à Bordeaux dans le cadre de 2 thèses qui sont en collaboration avec nos collègues allemands et australiens, sur l'impact précis du changement de la température à un niveau de 2 à 3 degrés sur la composition des raisins et des vins. Je pose des questions parce qu'en fait, comme l'a mentionné Kees, c'est pas si évident que ça de dire que plus 2 ou plus 3 degrés systématiquement, la composante aromatique est clairement affectée. C'est plus compliqué que cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes chimiques, biochimiques, éco-physiologiques qui sont très complexes. C'est plus compliqué que cela parce qu'il y a aussi des possibilités par les modalités de la vinification et de l'élevage de prévenir une évolution préjudiciable. Et aussi parce qu'on ne sait pas précisément. Donc aujourd'hui, on est en train d'étudier les conséquences qu'auront 2 à 3 degrés sur des variétés blanches et rouges à Bordeaux en collaboration avec nos collègues internationaux. Il y a aussi, je lance un message quand même, cette nécessité de mieux comprendre les mécanismes biochimiques de biosynthèse des arômes, comme les phénomènes physico-chimiques impliquant les composés du vin, parce que je pense qu'il y a aussi d'autres niveaux de réponse auxquels on ne pense pas aujourd'hui, que l'on pourrait contribuer à apporter pour soutenir les travaux et le développement végétatif au niveau. Merci de votre attention.